François de Negroni, Incoercible, édition Materia Scrita, un porc dans chaque femme. Mon cheval alezan brûlé se dérobait sous moi. Les rênes brisées flottaient sur sa croupe en sueur, et il me fallut de grands efforts pour l'empêcher de se coucher à terre. Gérard de Nerval. L'homme, nu, était allongé sur le dos au milieu du lit. 140 kilos de barbac, des vagues de chair flasque qui affichaient orgueilleusement leur traçabilité. Une lourde chaîne en or, ornée de petits pendentifs en forme de tête de mort, s'embourbait dans la mousse grise de son poitrail. Jamais sa pauvre femme, qui se prétendait bien née et jugeait fort vulgaire ce sautoir de bourrin, n'avait réussi à le lui faire abandonner. Il transpirait. Une mauvaise sueur, âcre, chargée d'alcool, montait de ses aisselles. La fille lui avait proposé de prendre une douche, mais le gros porc s'était abstenu. Il connaissait la chanson. Des fois que cette macaque lui pille les poches et se débine pendant qu'il serait enfermé dans la cabine. Il s'était déshabillé, empilant ses affaires en bataille sur une méchante chaise et attendait qu'elle ait fini de se laver. La chambre, minuscule, aveugle, torride, était éclairée par un néon piqueté d'insectes. Il regrettait le confort climatisé du bungalow de son hôtel-club. Hors de question toutefois d'y ramener une pute, même en contournant discrètement la réception par la plage, comme elle le lui avait suggéré. Certains petits malins opéraient de la sorte, il les désapprouvait. Il s'agissait d'un établissement convenable et sélectif, il s'était donc résolu à suivre la fille jusqu'à son gourbi, à une 50aine de pas du bar où elle travaillait. Presque en face du nouveau casino de la ville, rutilant de lumière, bruyant de cliquetis. Cette salle de jeu ultramoderne, il le savait depuis la veille, était dirigée par l'une de ses très vieilles connaissances calançanaises, Tibère, qui terrorisait son personnel de Malabar du haut de son mètre 47. Délicat de feindre l'ignorer, même si les années et leurs parcours sociaux mutuels avaient dressé entre eux le mur de la respectabilité. Il s'était chaleureusement étreint sur le seuil, au passage de l'homme. Laurel et Hardy. Un bref moment de fraternisation compatriotique, gâché par l'œillade en roue de moulin égrillarde du nabot et la gêne cuisante de s'être fait surprendre en mauvaise main, traînant la patte derrière sa fringante et crapuleuse conquête. Car en Corse, on le considérait. Depuis bientôt 35 ans, il était un notable rangé, avec ses faiblesses extra-conjugales certes, mais au-dessus de tout soupçon de prédation sexuelle exotique. Assis côte à côte au comptoir, ils avaient beaucoup bu. Le chrono tournait, et la fille s'était soudain montrée impatiente. Elle ne touchait pas de pourcentage sur les consommations, et ne voyait nulle utilité à éterniser les rituels de préachat, cette bouche gluante dans sa nuque, ses paluches boudinées sans cesse en mode compulsif d'exploration safari le long de son corps. On y va ? Sous le regard goguenard d'une poignée de touristes embordés, mâles et femelles, qui venaient juste goûter à l'encanaillement des lieux, l'homme avait obtempéré et avalé en catimini un comprimé 20 mg de Cialis avec sa dernière gorgée de gin tonic. Ça remontait maintenant à une bonne demi-heure. Néanmoins, il n'éprouvait aucune excitation. Sa ventripotence l'empêchant d'apercevoir son sexe, il se chercha et palpa un gros vermont, légèrement poisseux. Il se branla un petit coup, rien de concluant. Bah, se dit-il, c'est le boulot de la peule. Et il ferma les yeux, tout à sa concentration sur ses dispositifs pulsionnels. Jadis, alors que Tibère bricolait déjà dans la machine à sous, il avait eu 3 tapins à Pigalle, un taf à temps complet, un bordel de rivalité, de désarroi psychologique, d'indisposition cyclique, d'affaires de ch'touilles récurrentes à surveiller. Que des galères. Finalement, c'est nous les caves, confiait-il alors à son ami d'enfance, Orsoni, lui aussi monté à Paris, macroté la gueuse, au travers de méthodes plus suaves. Précoce et brillant lacanien, il s'était constitué une clientèle de rupines allumées dans les beaux quartiers. Mais il y avait des gratifications en amont. Il ne se sentait pas peu fier l'été de parader au village en Porsche rouge décapotable. Une fille de famille ajaxienne qui, depuis son adolescence, se jetait au cou de tous les voyous, s'enticha de lui. Ce faux dur se régalait des magazines consacrés aux Altesses royales et autres débutantes en diadème et robes longues. Elle parvint sans mal à le circonvenir socialement. Ils s'épousèrent et son beau-père l'associait à l'administration de son entreprise de décoration d'intérieur. Anne-Claire a fait de moi un monsieur, répétait-il à qui voulait bien l'entendre, dans les petits caboulots interlopes qu'il continuait parfois de fréquenter, nonobstant la fameuse et inexpugnable chaîne. Il était à présent de toutes les mondanités assidu au programme de rééducation vestimentaire et culturelle concocté par sa femme. Elle se piquait d'adoration pour les jeunes pousses de l'art contemporain. Ah, le cher ange Leccia. Elle l'emmenait à chaque nouvelle exposition ou installation. Ils participaient ensemble aux réunions d'un café littéraire tout juste inauguré, où venaient pérorer les plus fines plumes alentour, dans une atmosphère de gynécée. C'était plaisant. Quelques huiles de la mairie ou de la chambre de commerce possédaient, bien sûr, un rond de serviette dans leur villa d'Aspreto. Vinrent les enfants, l'hypercholérostérolémie, un veuvage prématuré, l'obésité, un infarctus, et désormais la retraite.
Voilà pourquoi il se retrouvait cette nuit dans une piole de passe pourrie, tenant le rôle piteux du micheton sur le retour. Ses collègues lui avaient offert, à l'occasion de son départ, un voyage de 8 jours sous les cocotiers, vol en classe business et palace les pieds dans l'océan. La fille sortit de la douche et il fut un instant saisi par les traits nets de son visage, sa prestance, sa silhouette déliée, ne serait-ce qu'en raison du contraste entre cette nudité pure et le spectacle affligeant de ses adipeuses difformités. La classe, se rengorgea-t-il, une princesse. Tandis qu'il la plottait au bar, elle lui avait avoué son prénom de guerre, quelque chose comme Erika. Mais il avait décrété, sans être contrarié, que ce serait une peule, et de la désigner par ce label. Une manière de flatter son vieux snobisme ethno-racial d'ancien petit ruffien. Pourtant, ses fantasmes patriciens ne suffisaient pas à emballer sa libido. Elle s'avança vers le lit en chaloupant. Liane, gazelle, Vénus calipige, Eros noir, phallus artificiel, accouplement collectif, salope tropicale. Il convoqua en vrac une escadrille d'images pour tenter de suppléer symboliquement à l'absence prolongée d'effets érectiles de la molécule chimique. Comme il occupait presque toute la place, son quintal creusant le matelas en son mi-temps, elle se glissa à ses côtés, de biais, et se mit aussitôt à le masturber énergiquement. Il l'arrêta. Il ne se sentait pas prêt, croissance zéro. Il l'aida à monter sur son corps, la soulevant à pleine fesse. Une fois hissée, elle rampa en s'agrippant à ses épaules jusqu'à qu'elle puisse lui donner les pointes de ses seins à mordiller. L'homme têta machinalement. Sa main se faufila le long du ventre, continua, puis après avoir rencontré un bout de toison rêche, s'arrêta au vagin, l'explorant et le caressant méticuleusement, sans parvenir toutefois à trouver ce qu'elle cherchait. Putain, pensa-t-il, je suis tombé sur une excisée. Les Peuls pratiquaient-ils ce type de mutilation génitale? Au Rotary Club d'Ajaccio, il avait assisté un jour en compagnie de madame à une conférence sur la condition féminine en Afrique, vraiment poignante la dite causerie, mais il ne se souvenait plus très bien. Ce fut presque en guise de représailles qu'il lui enfonça un doigt dans l'anus. La fille fronça les sourcils. La sodomie ne figurait pas au catalogue de ses prestations tarifées. Mais on n'en était pas là. On en était même fort loin, se rassénéra-t-elle, après une furtive vérification tactile, et elle le laissa s'amuser. L'affaire commençait pourtant à traîner en longueur. Elle avait prévu plus tard de rejoindre ses copines en discothèque ou bambocher un gros ponte français de la télévision cryptée. Elle décida d'accélérer les ébats. « Tu veux que je te suce ?» demanda-t-elle à l'homme. Il approuva d'un battement de paupières. Elle opéra un mouvement de recul. Ses jambes sortaient presque entièrement du lit, et cala sa tête entre les énormes cuisses glabres, striées de vénules. Sa langue glissa sur les testicules, chatouilla le gland, puis elle l'engloutit et démarra un va-et-vient rapide. Il s'appliquait à se contrôler. Easy. Il s'exhortait, à l'affût d'un noir désir. Aïe oh, mon bel alezan brûlé. Une de ces tapineuses d'antan, l'intello et la reine des pipes de l'équipe, se gargarisait de cette phrase empoulée, pondue par un auteur de textes érotiques alors très en vogue au patronyme étourdissant. Je plaçais plus haut sa tête et autoritairement, car il faut montrer de l'autorité en certaines occasions. J'entrais dans le calice de sa bouche. Il la connaissait par cœur à force de l'avoir entendue sriner à l'intention des feignasses qui ne mettaient pas assez de cœur à la besogne. Il se la récitait tel un exercice de maîtrise, de l'autorité. Il plaqua sa paume contre l'épaisse chevelure tressée et empesée, accompagnant son mouvement régulier, pesant sur elle, avec la délicieuse impression de diriger et de soumettre. Quand elle sentit enfin le membre durcir en son calice, la fille s'interrompit, attrapa dans son sac un préservatif, sectionna l'enveloppe d'un coup de dent et enfila en un clin d'œil le latex dessus son support violacé et suintant. Hélas, patatras. Ses expertes et menues manipulations avaient eu raison de la fragile vigueur de son encombrant blanc-bec de client. Désarçonnage spectaculaire. On était en pleine débandade, à marée basse. Elle contempla d'un air préoccupé la capote qui pendouillait au bout du pénis recroquevillé, tout en se dispensant de minauder un simulacre de vexation. « Je ne te plais pas ?» Le cas était trop désespéré, au-delà des protocoles de bienveillance habituels. Il ne restait plus qu'à aller réveiller en catastrophe le marabout du coin. La honte, le dépit, la rage envahirent l'homme, ainsi qu'un doute. Et s'il était victime de cette irréversible féminisation de la praxis, dont on débattait à tout bout de champ sur les plateaux, ainsi que chez certains agités du bocal et de la toile. Dans le sillage professionnel de son beau-père, n'avait-il pas cessé de se coltiner, depuis des décennies, décorateur et designer, un univers de chochottes, de pédales? Et que dire de son immersion dans les sphères culturo-mondaines insulaires, où froufroutaient d'improbables précieuses et des petits marquis aux mines patibulaires? Anne-Claire a fait de moi un monsieur, tu parles. Le parfait hold-up en vérité. Seul et dérisoire en torse au modèle élitaire, il avait arraché le droit de porter sa précieuse chaîne, un trophée identitaire financé par l'argent du trottoir. Il pensa à Tibère, à la place Blanche, à André-Pierre de Mandiargue. Il eut une brève bouffée de haine envers l'éthos familial de sa défunte Rombière, ses enfants si propres sur eux, l'honorabilité en héritage, sa propre vie émasculée, avachie,
par des naïvetés juvéniles de classe. Au fait de son époque proxo et ityphalique, il embarquait 2 frangines dans son lit puis leur balançait la giclée à tour de rôle, des nuits entières par chacun des orifices. Il chercha quelques réassurances sur le dos de sa partenaire, comme lors de ses précédentes débâcles. Il s'agissait de vagues boniches ou de stagiaires mal troussés entre 2 portes à la sauvette. Cette peule est complètement bidon, une amputée du clito, accidente. Mais quand même, il devait y avoir une explication. Le cacheton. Il l'avait sans doute pris trop tôt, trop vite. Avec la fille qui le hâtait de quitter le bar, l'enfoiré de bambou là. Oui, c'était cela, évidemment. Il s'embrouillait aussi avec tous ces nouveaux médicaments miracles, leur dosage, leur délai d'action, les mélanges à éviter. Par souci de satisfaire Saveria, sa vieille maîtresse 3 fois liftée de Porticcio, il avait testé le Viagra, le Levitra, et s'était planté à plusieurs reprises. Mais aucun enjeu narcissique ne corrompait ses étreintes de routine, en dépit des récentes velléités échangistes de la bougresse. Eh bien là, il allait assurer. Grommelant un besoin pressant, il se leva, piocha dans la poche revolver de son jean la tablette de Cialis et décapsula 2 comprimés qu'il ingurgita d'une lampée d'eau tiédasse, les lèvres avides, sous le robinet grand ouvert. La douleur jaillit fulgurante. Il tenta vainement de se redresser. Il se cramponna une nanoseconde au bord du lavabo, chancela et s'écroula, ratatiné pour le compte. Vol vasculaire létal. La fille, qui s'adonnait au cul boutique en indépendante le week-end afin de subvenir aux besoins de sa fratrie, possédait un diplôme d'infirmière d'État. Il ne fut pas difficile de constater le décès. Ce genre d'accident n'était d'ailleurs pas rarissime dans la station balnéaire, où les relations vénales intergénérationnelles contribuaient largement à la circulation monétaire informelle. Aucune raison de paniquer. Elle se pencha et dégrafa délicatement la chaîne en or au curieux gris-gris négroïde, qu'elle soupesa avec un petit soupir d'aise. Puis elle récolta dans les vêtements de l'homme tous les billets de banque, ne touchant ni à sa carte de crédit ni à ses papiers. Elle se rhabilla en vitesse et courut cacher son butin chez une amie, une diola comme elle, qui officiait au même étage. Elle revint ensuite dans la chambre, s'assit au bord du lit, balaya d'un regard morne le gros porc à la tour abolie. Qui donc lui avait raconté que les morts bandaient? Et pianota sur son Samsung Galaxy S4 le numéro de l'hôpital.